Samedi 9 février de l'an 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée, Info Hebdo, qui vous décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Cette semaine, je reçois pour vous Médéric François Gongo, qui nous est revenu. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information générale et d'analyse Actu Express. Il sera face à Julien Kitty, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Il est éditorialiste et chroniqueur. Avec eux, nous essayons de décrypter ces actualités relatives à la non-exécution de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme en ce qui concerne la condamnation de Sébastien Germain-Ajavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous essaierons également de décrypter les 32 audiences qui se sont déroulées au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et pour finir, nous apprécierons les différentes tractations qui sont en train d'être effectuées pour les prochaines élections législatives du 28 avril 2019. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Médéric François Gongo. Médéric, bonjour. Bonjour, Kader. Merci de nous être revenu finalement. C'est moi. Vous êtes face à Julien Kitty. Julien Kitty, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être de notre. C'est moi. Alors, Médéric François Gongo, vous êtes promoteur du quotidien Actu Express, vous êtes chroniqueur, vous êtes éditorialiste. Nous avons suivi le jeudi dernier une conférence de presse des avocats de Sébastien Germain-Ajavon qui se sont prononcés sur le non-respect de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelles sont vos appréciations à cet effet? Je me refuse de croire et d'accepter que nous sommes dans un état voyou. Je m'interroge sur le bien fondé de cette volonté du gouvernement, alors même que l'État béninois est contractant ou a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et a signé le protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors même que le gouvernement a accepté porter l'affaire ou accepter du moins l'arbitrage de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je m'interroge pour savoir si réellement on respecte l'état des droits dans notre pays, si réellement il n'y a pas une confusion de genre au niveau des objectifs où on peine à établir les limites entre les affaires du citoyen Patrice Talon et les dossiers du président de la République élu. Je m'explique. Le tiraillement juridique ou juridico-politique que l'on observe autour de cette affaire qui date d'octobre 2016 nous fait constater des tentatives d'incursion au niveau des principes de droit, nous fait constater, je ne dirais pas une clochardisation, je ne parlerai pas d'une instrumentalisation de la justice, mais je parlerai d'une relative manipulation de la justice. Bref, cette affaire, dans son évolution, nous amène à voir deux personnalités que le peuple a choisies, ensemble avec certains dans la grande coalition de la rupture, s'affronter et faire voler en éclats cette cohésion en laquelle le peuple avait cru. Il y a trahison. Il y a trahison. Attendez, il y a trahison oui. Par rapport aux promesses faites au peuple. Dans l'évolution de cette affaire, si l'État béninois avait gagné, forcément il n'y aurait pas de problème. Beaucoup disent que c'est pour empêcher la manifestation complète de la vérité au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que l'on a rapidement mené cette affaire au niveau de la criette, que l'on a jugé sans pour autant donner la possibilité aux magistrats et aux avocats de M. Sébastien Ajavon et de ses co-accusés de se défendre, ça leur permet d'avoir accès au dossier et ça leur permet d'échanger avec les juges avant qu'on le condamne par contumace à 20 ans de prison quelqu'un. Et voilà. Et voilà que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, constatant la désapprobation tant au niveau des avocats, au niveau des magistrats, qu'au niveau du peuple, de cette criette décriée de par le monde, a décidé de faire susseoir
à cette condamnation par contumace qui ne relève que de la volonté politique d'un gouvernement qui tente, et là nous allons revenir dessus, à pousser dans le dernier retranchement les éventuels challengers sérieux, les éventuels concurrents, bref, tous ceux qui pouvaient... C'est votre avis et vous le partagez également avec nous. Non, je pense que nous allons l'expliquer tout à l'heure. En tant qu'analyste, nous allons revenir tout à l'heure. Éditorialiste, Julie-Léon Kitty, vous avez suivi également de près cette affaire de 18 kg au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Vous avez suivi également son évolution au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelle appréciation vous en faites? Je commence par dire que je suis d'essence quelqu'un qui est convaincu à 200% que chacun peut avoir sa vérité, mais la logique est universelle. Deuxième chose, sur les questions de droit, je suis complètement bête, en griffe. C'est-à-dire que la loi dit tant, on l'applique d'abord, et puis après, on donne son opinion. On souhaite qu'à l'avenir, la loi soit modifiée pour que nous puissions avancer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Première assertion, j'ai dit que pour moi, chacun peut avoir sa vérité, mais la logique est universelle. C'est-à-dire quoi? On peut estimer au niveau du Bénin, en tout cas pour ceux qui me dirigent aujourd'hui, ou au niveau de l'appareil judiciaire, on peut estimer que M. Sébastien Adjavon est convaincu de faits répréhensibles. Il se fait que la législation dit qu'il faut qu'il y ait un procès et que c'est au bout d'un procès qu'on peut le rendre coupable, on peut le déclarer coupable de tel ou tel fait contraire à la loi. Il se fait que c'est encore la loi qui dit le procès doit se faire de telle ou telle manière. C'est-à-dire que chacun, même celui que tu estimes que tu l'as vu en train de voler, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et le principe de 2 niveaux de jugement ou de juridiction est universel. Alors, le Bénin n'a pas décidé de ne pas ratifier des accords internationaux. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui porte très bien son nom, a été instituée pour voir la dimension humaine de la justice. Au niveau national, vous avez des cabinets, vous avez des chambres qui s'occupent de ce genre de questions. Mais puisqu'au niveau national, on estime que politiquement, il peut y avoir des enjeux qui pourraient amener à ce que un régime ne soit pas favorable, n'offre pas sa passivité bienveillante à la manifestation de cette justice équitable, eh bien, au niveau africain, sous-régional, africain et international, on a mis d'autres instruments. Et on demande à chaque État d'y souscrire. À partir de ce moment, je me pose une question. Est-ce que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de dire à la justice béninoise, il faut surseoir à l'exécution de la condamnation pour 20 ans d'emprisonnement ferme de M. Sébastien Adjavon. Je ne parle pas encore des circonstances dans lesquelles les avocats de M. Adjavon ont eu tout le mal du monde à faire leur job, et je n'ai pas encore digéré en tant que citoyen béninois ce que les avocats de M. Adjavon ont été dans la triste obligation de dire du label démocratique béninois. J'en ai entendu un ivoirien d'origine, je crois, ou en tout cas avocat au barreau de la Côte d'Ivoire et de la Cour pénale internationale, qui disait notamment que ce qui se passe dans ce bâtiment n'est pas de la justice. Il le disait avec un rire réellement narquois. Ça, j'en suis pas fier. Deuxième chose, le principal avocat de M. Adjavon qui disait, mais depuis 32-34 ans d'exercice de métier d'avocat, il n'a pas vu ça. Je ne voudrais pas faire le procès du procès qui a été fait. Mais je dis, lorsqu'il y a cette controverse, lorsque le débat se faisait déjà au niveau national sur la loi qui institue la criette, lorsque celui qui fait objet de poursuite n'est plus seulement un opérateur économique, mais un acteur politique majeur, je vous en prie, juste 30 secondes, vous allez poser votre question. Lorsqu'on a ce contexte-là, je pense que le Bénin gagne à accepter, à adhérer, à faire déférence à cette mesure de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quitte à ce que les avocats du Bénin, qui sont par contre eux autorisés à plaider au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, à qui on n'a pas fait interdiction de plaider, de préparer les instruments. Peut-être que demain, M. Adjavon aura encore tort.
Bon, je ne crois pas que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ait rendu une décision pour dire M. Adjavon n'a jamais touché à de la drogue. La Cour dit les droits de l'homme du monsieur, puisque ce qui a été dit, M. Adjavon, je me rappelle, avait déposé une plainte pour dire si je suis relaxé au bénéfice du doute, pour mon image et pour mes relations avec mes partenaires, et pour ceux qui au Bénin même, j'ai besoin de savoir qui a déposé de la cocaïne dans ce conteneur. Et donc, à la veille des élections, vous ne pouvez pas empêcher les gens aujourd'hui de faire le lien pour dire on veut empêcher des adversaires de faire. C'est vrai, je n'en ai pas les preuves. Mais j'aurais aimé, j'ai été interrogé par d'autres médias, d'autres télévisions. Déjà, dès que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait cette injonction, dit est-ce que le Bénin va respecter? J'ai dit non, je ne vois pas le Bénin vouloir le faire. Mais l'une des conséquences graves, c'est que le Bénin va se mettre à dos la société civile béninoise, si elle existe encore, la société civile africaine et les institutions qui défendent les droits de l'homme. Et ce n'est pas bon pour l'image. Et je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on décrète que M. Adjavon n'est passible d'aucune poursuite. Il est blanc comme neige, c'est pas mon problème. Mais quel que soit ce qu'on reproche à M. Adjavon, qu'il bénéficie d'un procès équitable. Et si le Bénin, et voici, c'est le cas, a souscrit à ces accords internationaux, que le Bénin respecte la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quitte à ce que les avocats de l'État béninois continuent leur job. On a déjà vu dans des procès où, à une étape donnée, on a dit non, tel semble avoir raison, et après, il a tort. Alors, Médéric François Mougon, vous avez suivi avec beaucoup d'attention Jules Léon Kitty. Il a évoqué beaucoup d'éléments, il a parlé de controverses, mais ça pose un véritable problème sur la loi au niveau de la criette. Est-ce que, à votre avis, vous estimez que c'est l'appareil judiciaire qui est, comme vous l'avez dit, un peu manipulé, ou c'est le législateur qui a commis de graves erreurs en légiférant et donc les acteurs ne font qu'appliquer ce qui a été voté? Vous savez, la meilleure manière de tordre le cou à la démocratie, c'est de légiférer autour du néant et autour de ce qui met en cause la valeur humaine. Aujourd'hui, au Bénin, il est de notoriété que le gouvernement du Bénin révélé, moi je ne parle pas du gouvernement de la rupture, qui n'existe pas, les 65% n'existent plus. Le gouvernement du Bénin révélé s'illustre négativement dans le bafouement des décisions de justice. Et là, nous l'avons vu avec la Cour Olo, on parlait d'une vingtaine de décisions ou d'injonctions qui ont été royalement foulées aux pieds. Et l'on a vu, lorsque l'avocat conseil du citoyen Patrice Talon, qui était ministre de la Justice, est devenu président de la Cour constitutionnelle et a mis comme prédécesseur l'autre avocat. Je veux parler de M. Diomoni, de M. Kenom Sévérin. Lorsque nous avons des avocats personnels du chef de l'État aux commandes des affaires républicaines et institutionnelles, nous devons la réalité de reconnaître que difficilement cela arrive à établir, là je le disais tout à l'heure, les limites entre les affaires privées où ils pouvaient utiliser tous les moyens, ils pouvaient ruser, ils pouvaient s'enrager, ils pouvaient malicer pour gagner, et les réalités du terrain politique où l'on doit tenir compte des exigences du pouvoir et également des devoirs du chef de l'État. Parce que le pouvoir, j'en viens, le pouvoir n'est pas que police. Pour vous dire que le chef de l'État, pour nous, n'est aucunement coupable. Tout comme le procureur ou le juge qui applique la loi votée, notamment par une quinzaine de députés, dans des conditions décriées par tous en son temps. Lorsque vous voyez cette volonté, la volonté du pouvoir du Bénin révélé, de ne pas respecter les textes et les règlements, ou de les respecter lorsque il pouvait avoir la possibilité de les manipuler à dessein, je parle du code électoral, je parle de la réforme du système partisan, je parle de la loi sur les PPP, où l'on a multiplié les gré à gré qui devraient être l'exception qui sont devenus la règle, je parle de la loi sur l'embauche, je parle de la loi lorsqu'on voulait lever le droit de grève. Sur la criette. Donc, au niveau de la criette, oui, qui n'est pas une institution à estiper de l'amada de mise en cause de la démocratie béninoise par
un régime qui, me semble-t-il, a des visées aux antipodes de la sécurité des populations et de l'épanouissement du peuple. Mais est-ce que le fait d'instituer... Je m'explique. Médéric François, avant que vous avez parlé de la CREAT. Est-ce que le fait d'instituer une juridiction qui vise quand même à lutter contre la délinquance à col blanc serait quand même une mauvaise intention? Vous l'insinuez? Vous savez... C'est ça que je vous ai posé la question de savoir. Est-ce que ça revient à la faute aux magistrats qui appliquent la non, loi, c'est ça, j'ai dit ou c'est la aucunement. faute, Ni le chef de au l'État, législateur qui a failli peut-être à sa mission? Voilà. Ni le chef de l'État, qui est l'exécutif et qui, dans sa tendance de pouvoir, de tout pouvoir, occupe le terrain, irradie, exagère lorsqu'on lui donne la possibilité, particulièrement sous l'autre pite et partout ailleurs. Même à Trump, à n'importe quel président, lorsque vous leur donnez la possibilité d'exagérer, d'outrepasser leurs prérogatives, ils vous disent tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ils y vont. Et c'est exactement pour cela que nous avons des contre-pouvoirs qui ont l'obligation républicaine, qui ont la tâche de codifier, de maintenir dans ces girons l'exécutif, afin que l'exécutif ne déborde. Mais dans le cas de figure, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une Assemblée nationale qui a été vassalisée, qui était devenue une caisse de résonance, composée d'une majorité... C'est votre avis, vous non, composée d'une majorité... composée d'une majorité hétéroclite de personnes que tout opposait. Et que rien ne peut unir, sinon que la volonté de servir un homme à servir le peuple. Lorsque nous nous retrouvons dans ces circonstances, nous devons... Vous êtes un peu fort. Non, je ne suis pas fort, je ne dis que ce qui est... Vous êtes un peu fort. Je ne dis que ce qui est, suivez mon regard, pour constater que même si la criette est légale, sous le coup de la désapprobation des avocats, face au reniement des magistrats, face à la tollée générale, cette criette devient légitime. Nous sommes alors dans le combat. C'est votre avis, vous nous sommes alors dans le combat de la dualité. Suivez-moi, c'est sérieux ce que je dis, et j'en aurais fini. Oui, le combat de la dualité. C'est le combat entre la légalité. Est-ce que toutes les décisions que nous prenons au nom de l'État, avec les structures de l'État, sous le sceau de l'État, sont des décisions qui sont en phase avec les désirata des populations? Est-ce que ce sont des décisions légitimes? En termes clairs, est-ce que l'on a élu un président pour lui donner un chèque à blanc et lui dire, il peut en faire comme il veut, comme ça se passe aujourd'hui, fouler au pied les tests, non, je crois que le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est exactement à ce niveau. Et la criette, quoi qu'on dise, moi je souhaite pas qu'on la supprime. Je souhaite qu'on l'étoffe et qu'on lui donne plus de valeur. Parce que criette aujourd'hui, elle sera criette demain. Mais je serai rassuré. Lorsqu'au même moment où l'on parle de ICC service, lorsqu'au même moment où l'on parle de 18 kg de drogue pure, que l'on parle également de PPA2, que l'on parle également de machines agricoles, et là, je n'aurai aucune once de raison de douter de la volonté du chef de l'État de lutter véritablement contre la corruption et donc contre les crimes économiques, comme on nous l'a présenté. Encore que les crimes économiques, tel qu'on le constate aujourd'hui, c'est le bradage du patrimoine, c'est le dictat sur les marchés publics. Alors, Julien Kitté, je ne sais pas là, ça se trouve. Julien Kitté, vous avez suivi le sévère réquisitoire de Médéric François. Non, sévère, mais rangé quand même. Rangé quand même. Alors, Julien Kitté, je féliciterai lorsque j'aurai un seul élément. Je crois que les prochains jours vous différeront davantage. Je le dirai, je le dirai. Alors, les prochains jours, à quoi nous devons nous attendre? Non, les prochains jours, à quoi devons-nous nous attendre? C'est qu'il est question que les lois sont les lois et elles n'ont de valeur que si ceux qui sont chargés de les appliquer décident de les appliquer. Moi, j'ai été heureux d'entendre Médéric dire, c'est la preuve que moi, j'ai dit la vérité peut être personnelle. La logique est universelle. C'est-à-dire que dans la structuration de ce raisonnement, il a son regard critique sur l'action, la gouvernance du régime actuel. Mais il vous dit, la criette, si c'est ce qu'on lui donne comme mission, tel que défini dans son nom de baptême, si ce qui est illégal dans les racines qu'on lui a données, si on corrige ça, si il y a de l'équité dans les dossiers que le procureur spécial de la criette est si proactif, a dit « donnez-moi tel dossier, donnez-moi tel dossier ». S'il en engrange dans tous les camps, eh bien, les Béninois, comme la constitution du Bénin l'exige, seraient égaux devant la loi.
le patrimoine commun à nous tous, national, serait préservé. Et ceux que vous avez appelés à juste titre les délinquants à col blanc n'auraient plus pillon sur rue. Mais nous sommes unanimes pour reconnaître que ces délinquants à col blanc se trouvent dans tous les camps, se trouvaient dans tous les camps. Et j'ai une forte sensation que ces délinquants à col blanc se trouvent dans tous les camps. J'avais utilisé l'imparfait. Il se trouve dans tous les camps, tout à fait. Il se fait que je n'ai pas oublié mes leçons de conjugaison. Et cela dit ce que ça signifie. Ça dit ce que ça signifie. Et le chef de l'État a promis, le chef d'État a promis lui-même, que même au cours de son mandat, s'il y a des proches à lui qui se retrouvent dans des dossiers donnés, il faut le faire. Mais la justice ne fonctionne pas sans la suggestion, d'accord, les suggestions du peuple dans son aspiration, parce que aussi bien un gouvernant élu que patron ou un acteur de la justice, eh bien, ils sont tous dans un contrat social avec le peuple. C'est pourquoi le juge lui-même, quand il veut rendre une décision, il ne rend pas une décision pour lui, il rend une décision au service du peuple. Alors, le réquisitoire de Médéric François Gongo, mais attendez, c'est son droit le plus absolu d'ouvrir ses yeux et de voir plus ce qui va mal dans la gouvernance actuelle que ce qui va bien. Mais moi, j'estime que je suis sidéré par l'annonce ou les signes avant-coureurs du courage du chef de l'État, Patrice Talon. Je suis sidéré par sa décision de dire il faut qu'on s'entende, nous tous, puisqu'il a dit lui-même aussi qu'il a d'une manière ou d'une autre participer à ce que le pays soit à cet état-là, qu'on décide un jour de dire ben, arrêtons. Mais j'ai toujours dit, et pas plus tard qu'il y a 3 jours, dans un débat où on dit que la presse béninoise est bâillonnée, les journalistes ne peuvent plus faire leur travail de façon professionnelle. Quand j'ai écrit que la première garantie de sécurité d'un journaliste, c'est son professionnalisme et c'est sa décision à lui d'exercer sa liberté. Je constate que pour l'heure, personne au Bénin ne m'empêche de dire ce que je suis en train de vous dire. Quoique, je suis bien admiratif du chef de l'État. Personne ne m'empêche, et je l'affirme à qui veut m'entendre, que où que je me trouverai, Jules Léandre Kitty, ma religion sera ma liberté d'esprit et mon combat celui du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes journaliste, si vous êtes juge, si vous êtes avocat, si vous êtes politique, député à l'Assemblée nationale, quand on vous dépose une tasse devant vous, mais c'est légitime, il a dit, tout pouvoir livré à lui-même devient fou. Ce n'est pas lié à un territoire. Toutes les fois que le président américain, Donald Trump, décide de prendre certaines mesures qui sont contre les droits de l'homme, c'est dans son cabinet qu'il y a des gens qui lèvent le ton déjà pour dire non. C'est dans son pays, les États-Unis, que médias décident d'ouvrir une enquête, de sortir totalement le contraire de ce qu'il dit. Quand Donald Trump va parler des impôts, par exemple, un journal va lui sortir un dossier pour montrer que pendant 20 ans, il a triché avec les impôts. Et celui-là, ce journal ne meurt pas. Bon, des gens me disent, mais oui, vous voyez, on a signé contrat avec les organes, on a balayé les trucs. Les réalités ne sont pas peut-être les mêmes. Non, écoutez, la vie... Et la configuration démocratique n'est pas la même. La vie est un choix. La configuration démocratique n'est pas la même. Si vous choisissez dans un pays de ne vivre, de ne respirer que par les compromissions, mais je ne fais pas le débat, moi je ne vous défends pas lorsque vous vous plaignez des douleurs, des coups que vous recevez d'un esclave résigné. Sankara a bien dit, c'est un esclave qui ne sait pas organiser sa révolte-là, on le laisse à son sort. Je n'invite pas les Béninois à désobéir à leur institution et je combattrai tous ceux qui vont couvrir d'injures le président de la République qui est une institution. D'accord? C'est le président Boni Yahi qui disait à juste titre pendant qu'il était au pouvoir que le boubou blanc que je porte en tant que président de la République, quand vous aurez jeté de l'huile rouge dessus, quand je vais finir, je vais le laisser, quelqu'un viendra porter et il sera taché. Mais le président de la République, Patrice Talon, n'a pas encore dit, en tout cas, moi je ne l'ai pas entendu, que personne ne doit lui dire telle action est contraire à la loi. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que chacun dans son périmètre d'influence puisse jouer son rôle. Et jouer sa partition. La Cour constitutionnelle qu'on saisit sur des aspects liés à la criette qui rend des décisions, c'est bien.
La criette. Elle a rendu des décisions concernant la criette. Elle a évoqué Oui. le problème Il ne faut pas voir la contradiction de la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à la criette comme une opposition entre la Cour constitutionnelle et la criette. Parce que si vous voulez que nous fassions de l'analyse politique, je vous dirais que je ne peux pas analyser la décision de la Cour constitutionnelle en occultant les personnes qui animent la Cour constitutionnelle. Il se fait que le président de la Cour constitutionnelle actuelle a été, je ne sais pas s'il a démissionné, l'un des patrons, il était président d'honneur d'un parti politique qui est avec le président actuel. D'accord. Mais le cœur ne démissionne pas aussi facilement. Ça, je n'ai pas l'âge pour qu'on me fasse croire que, bon voilà, le devoir de désobéissance est si prononcé que ça. Ensuite, lorsqu'on a été ministre de la Justice du gouvernement, lorsqu'on sait qu'on a un parcours d'avocat personnel du chef de l'État, lorsqu'on sait qu'on a défendu des patates chaudes, lorsque je me rappelle encore le parcours de M. Diogbenou dans la société civile, et j'ai vu comment, de pieds joints, il est tombé dans la politique, et je l'ai vu comment il a tourné Kazakh, et lorsqu'on lui a posé la question une fois, merci à Jean-Luc Aklogan, qui lui avait posé frontalement la question pour dire, M. Diogbenou, est-ce que vous avez le sentiment, vous reconnaissez que vous avez connu une métamorphose, vous avez changé? Il a dit, mais j'étais dans la société civile, j'étais dans la revendication, j'étais dans les exigences, ici je suis dans la décision, donc je peux être subjectif. C'est quoi? Ça veut dire que je peux opposer au président de la Cour constitutionnelle, qui est venu à la tête de la Cour constitutionnelle et qui a organisé à bon droit, puisque la loi lui en donne le droit, de réviser des décisions de la Cour constitutionnelle elle-même. Moi, je ne parle pas de revirement, je parle de révision de certaines décisions de la Cour. Non, écoutez, on a pris le droit, Béaba. Celui en face de qui je sais, Médéric, c'est que s'il dit quelque chose de vrai, je vais le lui reconnaître. Vous, le Béaba que nous connaissons du droit, il ne peut pas, je ne ferai que je suis pour lui, de me tromper sur ce qui n'est pas. Maintenant, le président de la Cour constitutionnelle, s'il se réveille un matin avec les autres sages de la Cour, pour constater que les deux niveaux de juridiction qui n'existaient pas au niveau de la Cour constitutionnelle et de la criette, il faut corriger ça. Mais saluer cette décision et saluer ceux qui criaient ça et qui étaient maudits par certains partisans. Donc la meilleure manière de soutenir un régime, c'est de pouvoir dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Merci. Et pourvu que ce soit lu par des textes. Alors, nous restons avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Médéric François Robert, vous avez suivi cette semaine, tout au long de cette semaine, où depuis, il y a eu quand même, depuis quelques jours, il y a eu 32 audiences en ce qui concerne le dossier ICC Service. Vous avez suivi les différentes audiences. En tant qu'éditorialiste, comment recevez-vous le verdict qui a été prononcé jeudi dernier? Vous savez, avant que de venir sur cette décision, je tiens, à la suite de mon éminent collègue et frère, je tiens à préciser que la liberté de presse au Bénin reste et demeure réelle, effective. C'est vrai qu'il y a eu des brouillages d'antennes, c'est vrai qu'il y a eu des fermetures d'organes, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés qu'on pourrait comprendre, mais l'on ne peut dire aujourd'hui qu'au Bénin, même si à l'évidence le Béninois vit mal, même si à l'évidence la justice pose problème, on ne peut pas reconnaître aujourd'hui que les bribes de personnes que nous constituons encore, nous apportons de la contradiction rangée, raisonnée, tout en respectant l'autorité. Nous apportons cette contradiction pour que de la confrontation des idées, du choc des ambitions jaillissent la lumière indispensable à l'évolution d'un pays. Ceci étant, je crois... Et je vous en prie, il faut ajouter que sur les questions liées, par exemple, pour dire précisément Soleil FM, sur les affaires Sika TV, sur les affaires Nouvelle Tribune et autres là, mais attends, ce n'est pas une affaire de camp politique ou de... Je dis, on est unanime pour reconnaître que ça n'est pas bon. Et la RAC n'a pas pris ses responsabilités et ça n'est pas bon pour l'équipe qui nous dirige, qui dirige notre État aujourd'hui, de ne pas dire « réglez-moi cette affaire ». Cela dit, dès qu'on a la possibilité de parler comme ça, il faut reconnaître également, il ne faut pas être oiseau de mauvais augure, ou bien il ne faut pas être de mémoire courte, ou bien de vue courte pour dire que non, la presse béninoise est bâillonnée.
À qui Patrice Talon a demandé, à quel journaliste a demandé de ne pas être professionnel? Maintenant, mon cher collègue, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs sortes de bâillonnements. Il y a l'interdiction de parler, je vais rapidement le dire. Il y a l'interdiction de parler, il y a l'interdiction de parler, le musellement, mais il y a également le contrôle des organes de presse par la prise en otage de la régie publicitaire. Et à ce niveau, il y en a qui peuvent accepter travailler avec le pouvoir en place, moyennant, tout comme il y en a qui peuvent dire, malgré que je sois dans le besoin, je décide d'être en phase avec mon opinion, avec mes objectifs. La vie est un choix. Alors, ICC Service. Donc, par rapport au dossier ICC Service, le verdict qui a été rendu, je me dis, ICC Service par la criette, c'est la suite logique des procès à la Est-ce que vous êtes satisfait du verdict qui a été rendu? Non, je n'ai pas besoin d'être satisfait ou pas. Parce qu'à l'évidence, on ne m'a pas démontré qu'on peut payer les spoliés de ICC Service. Parce qu'à l'évidence, pendant que Madoff a écopé de 150 ans et qu'on l'a mis en débat de payer des milliards de dollars, on retrouve ici les nôtres, certainement parce qu'ils ont eu offert des services que nous refusons de qualifier ici. On retrouve des nôtres à qui l'on a donné de simples années, de petites années, si l'on doit savoir qu'il y a des déposants qui sont morts de cette escroquerie. Il y en a qui ont vu leur famille imploser de cette escroquerie. Il y en a qui ont eu des difficultés multiples et multiformes. Mais on a comme l'impression que l'affaire ICC Service à la criette, c'était pour accabler l'ancien chef de l'État, le président Boni Yayi, et le verdict nous en dit long. Le verdict nous renseigne sur l'objectif final, parce que lorsque l'on condamne à des peines légères, les véritables coupables, et qu'à aucun moment, la preuve de la culpabilité de l'ancien président n'a jamais été établie, puisque un président ne peut pas être impliqué dans une affaire d'une société qui n'a pas d'agrément. Puisque, à ce que nous sachions, l'ancien chef de l'État a eu à faire enfermer oncle, cousin, neveu, nièce. Sous notre pic, cela n'existe pas. La preuve, c'est que les notes sont arrivées rapidement. L'affaire PPA2 a connu un non-lieu. La preuve, le dossier PVI, qui avait été évacué au niveau de la cour arbitrale de Abidjan, là où on nous parlait de où, c'est-à-dire où on paye Bénin Contrôle, où Bénin Contrôle reprend. Ouais. Nous voyons Bénin Contrôle avoir été payé, nous a-t-on dit, et reprend l'activité pendant que personne ne parle, puisque ceux qui pouvaient en parler au niveau de la sécurité ont été poussés dans le dernier retranchement. Pour vous dire que le dossier ICC, ça arrange le Bénin économique, pour vous dire que de solliciter encore. Je vous le conseille. Pas d'ironie. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Bénin Contrôle aide peut-être. Pour vous dire que le dossier ICC Service a été d'un gâchis de temps énormissime, d'un gâchis de la mobilisation, de l'attention, ou je parlerai de diversion ou de délation dans une certaine mesure. Parce qu'on a comme l'impression... Tous les Béninois ne vous diraient pas ça. On a comme l'impression qu'à chaque fois... son avis, on a comme l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui doit occuper les Béninois, on nous renvoie sur une autre piste pour mieux nous occuper, de façon à nous faire avaler la couleuvre. Le dossier ICC n'est pas à détacher des élections législatives, surtout lorsqu'on observe la manière dont on est en train de corser les critères, où chaque jour, on nous amène des critères, où chaque jour, on renvoie les candidats à aller prendre un quitus au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est juge et parti, reconnaissons-le, où chaque jour, le quitus fiscal devient l'objet de communication pouvant amener même certains candidats à désister avant que le jeu ne soit entamé. Bref, nous sommes dans une logique, appelons un chat, nous sommes dans une logique de mise à l'écart, d'élimination des candidats qui pourraient être dangereux. Et je vois que l'exécutif n'a pas du tout tort. L'exécutif n'a pas du tout tort. Nous allons vous l'expliquer tout à l'heure. Et son chef se retrouve dans sa logique, ainsi qu'il nous l'a promis. Nous allons y revenir tout à l'heure. Merci à vous, Médéric François Gongo. Julien Kitty, ICC Service, vous l'avez suivi. Vous avez suivi également l'argumentaire de votre vis-à-vis, Médéric François Gongo. Est-ce que vous êtes satisfait du verdict qui a été prononcé le jeudi dernier?
Je commence par dire que je n'étais pas payant dans le dossier ici service, donc je n'ai pas à être de façon aussi directe. Mais est-ce que vous êtes heureux, comme l'ont manifesté certains internautes sur la toile, comme quoi, enfin, il y a quand même eu un lieu d'espoir et qu'on peut espérer que le processus soit enclenché pour que les spoliés rentrent en possession de leurs sous? Bon, en fait, ou certains spoliés. Non, je pense que les gens sont dans les émotions. Ça, il faut le prendre comme ça. Parce que je répète que autant les juges ont le droit, c'est à eux que le droit donne, c'est pas, la loi donne le droit de rendre des décisions. Et moi, je n'ai pas à trouver que les décisions sont bonnes ou mauvaises. Mais autant la logique veut que je comprenne au moins pour avoir été à l'école que pour qu'on rembourse les gens, il faut qu'on les ait identifiés. Le procès n'a pas eu pour objet d'identifier ceux qu'on peut appeler les spoliés. Je me plaignais, j'étais de ceux qui me plaignaient de ce que dans le déroulement du procès, on mettait du temps à écouter les gens qui ont mis leur argent là, pour qu'ils racontent leur misère. La criette avait mis du temps et n'avait même pratiquement pas consacré du temps à chercher à savoir quels sont les critères de validité des contrats que les déposants avaient avec ICC Services et consorts. Pour que la finalité, si la cible est bien heureuse, ce sont les spoliés, qu'à la fin ils soient payés. Moi, j'ai beaucoup entendu le nom de l'ancien président Boni Yayi. J'ai beaucoup entendu des révélations de pasteurs qui, à la limite, vous allez m'en excuser, me donnaient l'impression à un moment donné d'avoir des problèmes de structuration mentale. Non, ce n'est pas une injure. C'est-à-dire que je ne comprenais pas. C'est un peu fort. Non, quand je dis, c'est pas pour dire. Je n'ai pas dit que celui qui parlait souffrait de démence. Il y a plusieurs manières de le dire, ça. Non, également. ce n'est même pas ça. Quand ce qu'il est en train de dire et qu'on le laisse dire pendant longtemps, pour moi, n'apporte pas grand-chose. Et que lorsque je constate qu'il y a d'autres qui sont venus pour dire « Ah non, l'ancien président a fait telle chose qui montre sa bonne foi. Non, moi, pour tel que je l'ai connu, il ne peut pas être mêlé à cette affaire. Je sais comment ils ont été traités, mais je respecte le droit des juges de le faire. » Maintenant, sur la décision, j'observe que ce que tout le monde, même non-juristes, même simples citoyens, peut considérer comme les vrais coupables dans cette affaire, ceux qui ont initié ICC Services et consorts, c'est bizarre, je me réjouis de quelque chose, je n'ai pas le don de prophète, hein. Mais il y a beaucoup de temps que j'ai dit, ils vont probablement être condamnés à 8 ans qu'ils auraient déjà fait en prison, ou 9 ou 10. Parce que j'avais l'impression que... Mais quand vous suivez les acteurs eux-mêmes et qui disent que ICC Services ne pourrait pas chuter si ce n'était pas, je dirais, la trouille qui a été infligée dans la mémoire collective des populations, qu'est-ce que vous allez répondre à cela? Non, je pense Parce que quand on entend un peu les différents responsables, pour eux, ICC Services fonctionnait très bien. C'est vrai que c'était effectué de manière peut-être pas légale. Non, je ne referai pas ce débat qui nous a amusés au cours des retransmissions en direct de ce procès, et je fais pas de ceux qui ont fait des débats qui ont été catégoriques. Hein. Ce n'était pas nécessaire de faire, de renforcer cette dimension assez théâtrale du déroulement de ce procès. Non, non, non. Et ce débat, je l'ai fait. On m'invite encore pour le refaire le dimanche prochain sur l'effet de la médiatisation et dans cette forme directe du procès. Et je pense, pour venir à votre question, pour dire que le feedback, l'effet que la publicité faite autour de ce procès, encore que je vous rappelle que la publicité autour d'un procès est réglementée, ce qui, je ne parle pas mieux que les juges de ce qui est de leur matière, eh bien, j'estime qu'on a exagéré sur ce plan. Cette publicité-là a fait que vous avez ressenti les effets de choc, les conséquences que pourrait avoir ce procès s'il continuait dans ce sens. Et mais comme le juge a le droit, le pouvoir de dire « Ok, j'arrête, je rends ma décision à ce niveau », j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, ils se sont dit « Il ne faut pas qu'on continue ». Rappelez-vous, ce jour où un témoin à la barre commençait à citer des hauts gradés de l'armée, commençait par dire « Oui, on a fait un contrat, on donnait de l'argent à l'armée béninoise ». Mais vous savez, quand on dit qu'on donne de l'argent à l'armée béninoise, et on citait des noms, et que
une avocate était montée au créneau pour dire « Monsieur le Président, le procureur spécial, veuillez prendre les dispositions pour notre sécurité, veuillez prendre des dispositions pour que cela ne traverse pas les frontières. » Mais je voyais la sécurité d'État un peu en difficulté. C'est pour la première fois de mémoire de journaliste que j'ai vu les secrets de renseignement d'État étalés aussi facilement. Moi, je ne savais pas que j'aurais le bonheur qu'on me lise pratiquement le contenu des fiches d'agents de renseignement. Et j'ai dit à un ami le jour là, si moi j'étais un agent de renseignement, je ne ferais plus jamais de fiche. Parce que fiche d'un agent de renseignement, c'est dit par exemple que vous, Kader, vous avez fait quelque chose de très grave qui peut amener un chef d'État à prendre une décision qui vous coûte la vie. Mais si un jour on peut étaler que c'est moi qui ai écrit que vous avez fait fiche, j'ai des problèmes. Donc, le verdict permet aux spoliés de dire enfin, ce procès est vidé. La criette a recommandé que les spoliés soient remboursés, mais je ne sais pas si la criette dit comment ça va être fait. Parce que depuis toujours, le problème de la base de données, le problème de la base de données, des bases de données de IC Service se posait. Les gars ont fait disparaître tout ce qui était dans les ordinateurs. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement, à travers la justice, qui a la possibilité de régler aux spoliés d'aller présenter les preuves de ce que ils ont déposé de l'argent. Ils vont payer. Maintenant, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'à la fin de ce procès, c'est encore son droit, mais moi, mon droit, c'est de porter mon jugement là-dessus, mon point de vue, que le procureur spécial se soit empressé de dire comme si promesse avait été faite à quelqu'un ou à une catégorie de citoyens de dire j'aurai pour vous la peau de l'ancien président Boni Yayi, qu'il soit obligé de dire rassurez-vous, si dans le verdict vous n'avez pas du Boni Yayi condamné, eh bien vous l'aurez ailleurs. Ce n'était pas nécessaire. Et maintenant, quelques jours après, je me rends compte que ces poursuites qu'on a annoncées à grand renfort médiatique ne pourront plus se faire. Ce n'est pas bon. Maintenant, pour en finir, ceux qui font le rapprochement avec les perspectives électorales, l'analyse politique reste l'analyse politique et un pouvoir en place, et même l'opposition, ne fait rien au hasard. Si le déroulement du procès, IC Service, peut aider à ce que l'opposition politique béninoise perde des plumes, c'est de bonne guerre qu'un régime booste ça, à l'opposition aussi de se battre pour et à chaque citoyen de s'arranger pour être en règle avec la loi. Le verdict, c'est bon, on sait qu'au moins la justice a fini par s'occuper de cette affaire. Et de façon pédagogique, parce que le rôle d'un procès, je vous le dis, c'est non seulement pour clarifier une situation, mais c'est pour faire de la pédagogie, pour que des situations pareilles ne se reproduisent, et c'est pour situer les responsabilités et sanctionner au besoin les coupables. Donc je pense qu'au moins on a fait de la pédagogie. Peut-être que beaucoup de Béninois n'accepteront plus mettre de l'argent dans des montages du genre. Ensuite, est-ce que on a permis à des gens d'être sanctionnés? L'affaire de 27 milliards qu'on a agité, qu'on aurait cherché avec un hélicoptère. Je crois que peut-être les prochains jours nous édifierons davantage sur cette polémique. Merci à vous, Julien Kitty. Nous sommes un peu pris par le temps, mais avec François Gogo, nous allons passer au dernier sujet qui nous réunit ce matin. Il s'agit des prochaines élections législatives. Vous avez brossé brièvement le sujet. On a constaté que depuis quelques jours, pour ne pas dire 7 semaines qui s'achèvent, on a l'information confirmée de 2 désistements. Il s'agit de Antoine Edikola Olé, qui ne sera plus candidat aux prochaines élections législatives. Il s'agit également de Mathurin Kofi-Nabo, qui ne sera plus candidat aux prochaines élections législatives. Tous 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Alors, comment avez-vous reçu cette nouvelle? Est-ce que désormais, la jeunesse ne peut pas dire qu'elle peut souffler un peu et espérer qu'elle puisse participer aux instances ou bien peut-être aux rendez-vous de décision? Je pourrais compléter l'ancien président Bruno Amoussou également. On apprend qu'il veut aussi quitter le navire au beau milieu de la tempête.
Est-ce que c'est quitter le navire? Il veut renoncer à l'évidence, sa participation. Moi, je parlerai quitter le navire. Je parlerai on pourrait penser qu'il veut aller contre le régime. Il a dit qu'il est avec le pouvoir et qu'il est dans le pouvoir. Je pouvais parler de décision de sage. Je pouvais parler de retraite raisonnable et raisonnée. Mais je suis obligé de constater que le départ de ces caciques du bloc de la majorité présidentielle ne peut être assimilable qu'à une volonté de s'affranchir et de ne pas, à la fin du mandat, être responsable. Et cela ne peut être le cas que lorsque l'on constate un échec, que lorsque l'on voit, que lorsqu'on va sur le terrain, l'on ne se retrouve plus en phase avec le peuple. Parce qu'à l'évidence, on ne me dira pas que l'ancien président Mathurin Kofi-Nago, durant tout le temps, n'a pas taclé le terrain, n'a pas sondé pour voir que difficilement du talent est vendable. Et dans ce cas de figure, lorsque cela quitte, c'est forcément un signal pas la jeune classe par rapport à l'âge, mais par rapport à la philosophie politique, par rapport à l'engagement politique. Parce que jusque-là, nous avons eu des carriéristes politiques, qui étaient ceux qui avaient fait les grands mouvements de jeunesse. Le Ragemo, la JUD, la FEANF, le FACEN, qui avaient des fibres patriotiques et qui, pour certains, je parle de Goumou et Félix Simon, je parle de Azolobo Kojo François, des aînés que nous avions vus à l'école de parti du PRPB, ceux-là qui avaient eu la fibre patriotique, tous ceux-là ont laissé la politique être envahie par des affairistes, par des administratifs véreux et par d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans l'arène politique. J'espère que l'affranchissement de ces aînés va rouvrir la voie. C'était perceptible lorsque les grandes tendances politiques avaient décidé de se sous et que même étant le candidat de l'Hexagone, le candidat du pouvoir en place, la machine étatique, il n'avait eu que 28%, c'était clair que ces grands acteurs politiques étaient au soir de leur vie. Mais chemin faisant, ils pensaient qu'ils pouvaient, aux côtés du chef de l'État, en lui constituant une majorité hétéroclite aux ambitions antinomiques qui pourrait colmater les brèches et reprendre le contrôle de la situation. Mais cette situation-là a échappé. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vitesse dans la circulation de l'information qui n'était pas celle d'hier. Aujourd'hui, il y a un aiguisement de la conscience du peuple où tout le monde est informé de tout et tout le monde veille sur tout pour que le pire ne survienne. Donc, dans ces conditions, nous allons inéluctablement vers une refonte de la classe politique. Et j'ai espoir que le chef de l'État actuel va laisser le jeu politique ouvert. Trump, il abdique. Quand il prend des décisions, il abdique. Par rapport aux gilets jaunes. Quand Macron a dit qu'il va augmenter ne serait-ce que 2 centimes le litre d'essence, il a abdiqué. On n'est pas chef pour gagner à tous les coups. On n'est pas chef homme d'affaires. On est chef pour savoir gérer les susceptibilités. Qu'est-ce que ça coûte à ce pouvoir, je vous le dis. Okay, qu'est-ce que ça coûte? Je vais vous le dire. Non, je vais vous le dire rapidement. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça coûte à ce pouvoir de dire, parce que nous avons cassé des Béninois et qu'on a 1 million. Je viens. Suivez ma logique. Suivez ma logique et vous allez comprendre ce que je dis. Qu'est-ce que ça coûte? Non, qu'est-ce que ça coûte à ce pouvoir d'avoir fait la libération des espaces publics. Voilà, je ne peux pas parler de déguerpissement. Dans des conditions non préparées. Ou pas. Ou dans des conditions où l'on n'a pas inventorié les effets boomerang comme cela se devrait. Qu'est-ce que ça coûte à ce gouvernement qui peine aujourd'hui, reconnaissons-le, à donner à manger au peuple? Qu'est-ce que ça coûte à ce gouvernement de donner des signaux forts pour dire que même malgré les exilés politiques, malgré les prisonniers politiques, qu'on peut ouvrir le jeu, faire baisser la pression et permettre aux Béninois de se sentir Béninois, qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud, et permettre aux véritables débats. Parce que ce que nous avons aujourd'hui pour les législatives, normalement les législatives doivent se jouer sur 2 plans. Le bilan de la législature, parce que je suis un député, je veux qu'on me renouvelle mon mandat, je vais présenter ce que j'ai fait. Mais la législature actuelle va dire quoi? Nous avons contribué à enlever le droit de grève aux travailleurs. Nous avons contribué à tenter plusieurs fois de réviser la Constitution en vain. Nous avons figé le peuple autour de la révision de la Constitution, amenant le chef de l'État à s'éloigner des principales préoccupations, amenant le chef de l'État à ouvrir des fronts inutiles d'inimitié et de combat. Parce que le problème de la révision de la Constitution,
qui devrait permettre au chef de l'État de fêter la première année en descendant de son avion, alors qu'on nous l'avait déjà annoncé le mois de mars, était le mois de la révision, j'ai comme l'impression que le Bénin a connu un déclic. Ou l'ambition que le chef de l'État avait, qui nous avait exprimé pendant la campagne, qui avait fédéré les 65%. Il n'est pas en train de dire qu'il est déçu. Il n'est pas en train de dire qu'il est déçu de ce où cet engagement s'est trouvé quelque peu émoussé. Je ne dirais pas que... Non, je vous dis, écoutez, je suis mesuré. Vous allez constater que je deviens mesuré. Je devais mesurer parce que... Je devais mesurer parce que... Je vous en prie. Vous allez permettre à Julien Kitty... J'essaie d'être mesuré. Oui, je reviens un instant. Pour finir. Oui, vous allez pour finir déjà. Vous allez finir tout à l'heure. Voilà. Julien Kitty, vous savez, Médéric, c'est difficile de le couper. Julien Kitty, les élections législatives sont à l'orée. Et comme vous avez constaté, depuis quelques jours, les tractations vont montrer de part et d'autre, que ce soit au sein de la mouvance présidentielle qu'au sein de l'opposition. Nous avons deux anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont affirmé publiquement qu'ils ne participeront plus aux prochaines élections législatives. C'est dit déjà dans les coulisses. Dame Rumeur confirme que Bruno Amoussou également va emboîter les pas. Il a dit que les Gilets jaunes venus également. Il y a d'autres acteurs politiques aussi qui vont faire pareil. Mais est-ce qu'à votre avis, c'est une volonté, je dirais, personnelle des différents acteurs de pouvoir laisser la place à la jeunesse, ou bien ils sont contraints à pouvoir céder la place parce que les critères du jeu sont différents aujourd'hui? Non, mais je pense que, comme Médéric l'a dit, on sentait venir depuis s'imposer le renouvellement de la classe politique. Le Bénin politique aussi, aujourd'hui, vit une double situation. Renouvellement et recomposition de la classe politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a contribué à cela? Non, oui. Quelqu'un y a contribué. Et il faut quelqu'un pour contribuer à quelque chose un jour. Nous étions tous unanimes en train de chanter qu'il faut la réforme du système partisan. Nous étions tous d'accord qu'au bas mot, les partis enregistrés, en tout cas pour les recherches que moi j'ai eu à faire dans le cadre des communications que je devais donner, on m'a dénombré près de 250 partis politiques enregistrés. Il y en a qui ne sont pas enregistrés, qui se font appeler partis politiques. Alors, on avait tous le souci de réduire, d'avoir de grands regroupements. Alors, il s'est trouvé un président de la République béni pour vouloir l'impulser à sa manière. Et j'ai toujours dit, Patrice Talon a un mandat chrono en main. Autant d'ambition pour 5 ans, avec l'espoir d'être porté en triomphe à la fin, on est obligé parfois d'aller à la vitesse de la lumière. Et quand vous allez à la vitesse de la lumière, ce n'est pas à tous les coups que vous donnez le temps de la réflexion. Ce n'est pas à tous les coups que vous donnez le temps du diagnostic participatif. Et c'est pourquoi on a l'impression que le gouvernement actuel, on a l'impression qu'il ne permet pas que le débat se fasse largement. Tous ceux qui ont demandé les assises nationales ont échoué dans leur tentative. Et j'ai souvent dit, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils ne veulent pas participer aux élections législatives de 2019, non, ils ne sont pas en train de parler de 2019. 2019 n'est qu'une situation qui vient consacrer une descente aux enfers qu'ils n'ont pas voulu préparer et qui s'impose à eux aujourd'hui. Alors, un Bruno Amoussou, de par la communication qui a accompagné son action dans le processus de formation des 2 blocs dits de Patrice Talon, cette communication ne nous montrait pas des signes avant-coureurs d'une retraite voulue. Et l'homme, lorsqu'il a été interrogé sur la question, a dit, pour citer seulement 2 phrases, je suis avec le pouvoir, je suis dans le pouvoir, ça veut dire que je suis très actif. Après, il ajoute, pour ceux qui pensent que je suis au soir de ma carrière politique, je suis à midi de ma carrière politique. On pourrait en déduire que participer aux élections législatives de 2019 allait de soi pour lui. Et que dans sa zone là-bas, on ne pourrait positionner autre personne que lui. Et Dame Rumeur dit même que, je ne sais pour quelle raison, que ce n'est pas facile de trouver de candidats qui puissent dire dans le même camp, je veux remplacer Bruno Amoussou. Il dit Kola Olé, dans sa région là-bas, Mathurin Nago, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus y participer, n'ont mené aucune action de communication qui montre qu'ils veulent partir. Et lorsque vous voulez partir volontairement, vous aidez à préparer la relève. Et je suis convaincu qu'ils ne regardent pas d'un bon œil
tous les jeunes qui, ayant grandi, ayant appris, sont en train de chanter, c'est le moment. Et ceux qui ont dit que lorsque vous ne savez pas quitter les choses, ce sont les choses qui vous quittent ont raison. Maintenant, Patrice Talon, je disais, et j'en suis heureux une fois encore, dans une dynamique, peut-être que j'irai à l'église après pour qu'on me demande si on voit si je n'ai pas des dons de prophète. Il a dit, le monsieur là, il est en train de se préparer à montrer la porte de sortie à beaucoup de dinosaures qu'on croyait qu'ils ne peuvent jamais être ébranlés. Du coup, est-ce qu'à la fin, c'est de meilleurs lendemains pour la réforme du système partisan? Je ne suis pas sûr. Je crois que... Et c'est là où je suis d'accord avec Médéric qui dit, si l'ambition c'est que la scène politique soit tamisée, pour qu'un nouvel élan soit donné, pour que dans les 30 ans, 40 ans à venir, nous ayons une classe politique plus vertueuse, que nous ayons de vrais militants. Parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Peut-être que Médéric a oublié. Pendant que la chaîne privée, vous me permettrez de le dire, Canal 3 faisait ses premiers beaux jours, Médéric avait le privilège d'animer une émission. Est-ce que ce n'était pas autant le dire? Si on en parlait. Si on en parlait. Et si on en parlait. Où j'ai eu le bonheur d'être reçu un jour, on se rappelait avec beaucoup d'émotion des initiatives de l'ADEMA, des écoles de partis politiques, après l'époque révolutionnaire bien sûr, où on avait l'impression qu'à partir de 1990, il y avait, si les choses s'étaient passées correctement, aujourd'hui on aurait des acteurs de 30, 40 ans, 45 ans, qui seraient politiquement bien formés pour remplacer cela. Et j'ai l'impression que les aînés ont travaillé à maintenir cela dans l'abrutissement. On a détruit toutes les initiatives. Et maintenant, ils ont trouvé garçon devant eux. Mais est-ce que le garçon trouvé devant eux a les moyens, à lui seul, de préparer une scène politique qui soit capable d'offrir du politiquement correct pour le label du Bénin? Je crois que Médéric va vous donner la réponse. Bon, voilà. Est-ce que le garçon... pose des questions et nous avons tout à jouer. Julien qui t'a posé une question très pertinente. Il dit, est-ce que celui qui aujourd'hui a mené ces dinosaures politiques a quitté les affaires bien qu'ils ne le veulent pas, est-ce qu'il a les moyens matériels, humains et financiers pour pouvoir quand même obtenir cet idéal? Et surtout les moyens politiques. Vous savez, je me rappelle comme c'était hier en 1998, au moment où le ministre Tidjani Sepo était à la justice, nous avions eu à faire une formation. Nous avons eu à faire une formation sur le système, la réforme du système partisan. Déjà en 1998, on sentait qu'il fallait pas régenter les partis politiques. Il y a 11 ans. Pas pour régenter les partis politiques, mais tout simplement pour agir, pour qu'il y ait une clarification du paysage politique, ou soit pas idéologie, ou soit pas philosophie, ou soit pas d'autres affinités et obédiences. Oui. Mais avec le temps, nous avons constaté que l'on a invité des affairistes avec la bande d'acteurs du port autonome de Cotonou dans l'arène politique à des fins relativement inavoués. C'est là où on a dévoyé le jeu. Parce que le premier parlement qu'on avait était un parlement de valeur. Le deuxième également. C'est le parlement où le deuxième Albert Tévoé, le deuxième parlement également était le deuxième parlement était également un parlement de valeur. Mais c'est au troisième parlement que, excusez-moi du peu, ce que mon ami dont je ne citerai pas le nom appellerait des intrus politiques sont arrivés dans le jeu et ont dévoyé le jeu politique. Et ce sont ce qu'on appelle les grands dinosaures politiques qui les ont amenés. Tout à fait. Et notamment par la filière des véhicules d'occasion. Notamment par la filière des véhicules d'occasion. Par le schéma du Kozavao. J'ai suivi cela, j'ai créé le CES sur ça. Pour vous dire que ceux qui quittent aujourd'hui sont les véritables problèmes de la démocratie béninoise aujourd'hui. Non, ils ont appris à des singes à lancer des pierres qui ont ramassé pour fracasser la tête avec. Pour vous dire que mieux vaut tard pour eux. S'ils ont décidé aujourd'hui de quitter la scène politique, c'est qu'ils ont pesé le pour et le contre. Mais l'inquiétude de Julien qui dit, est-ce que celui qui a... Je veux parler du chef de l'État. Voilà, est-ce qu'il a le chef de l'État, est-ce qu'ils ne vont pas renaître? Le chef de l'État, des hydres, en laissant imploser la majorité factice qu'il a menée au pouvoir, encore que cette majorité, pour la plupart, n'avait pas des députés au Parlement, dans la logique de la recherche d'une majorité parlementaire pour faire passer ces réformes,
a été obligé d'aller dans des compromissions avec des acteurs politiques qu'il avait combattus pendant l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des relations incestueuses. Ils étaient dans des relations qui ne devraient pas être. Le chef de l'État les a tentés, il les a mis à l'épreuve. La première tentative de révision, échec. La deuxième tentative de révision, échec. Le chef de l'État a compris, il a compris qu'il n'avait plus besoin d'eux. Voilà. Mais pour ne pas voir constater, pour ne pas être obligé de constater le divorce, les gars du BNP ont proposé, comme palliatif, la refonte du système partisan et le code électoral, comme pour dire au chef, ce qu'on n'a pas pu obtenir au niveau de la révision de la Constitution, qui était des échecs, qui étaient deux échecs, nous pouvons l'obtenir avec la charte des partis politiques et le code. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Maintenant, ils ont compris dans l'évolution des choses qui se sont fait harakiri. Ouais, parce qu'ils ont en face ils se sont fait harakiri parce qu'ils n'ont jamais pensé que le véritable adversaire du pouvoir actuel, c'est le président Bolia. Ils ont toujours pensé que c'était le président du patronat, Sébastien Jammeh Adjavon. Ils n'ont jamais pensé que l'ennemi du peuple, c'est lorsqu'on la femme, lorsqu'on devient celui qui la femme, lorsqu'on devient celui qui instrumentalise sa justice, ils ont toujours pensé que pour gagner, alors, il faut... Médéric François Gogo, alors pour finir très rapidement, quelle est votre expérience je n'en finirai jamais. Pour la 8e législature, parce que... Vous savez, la 8e législature, et la nomination, la Frédéric Chebet, qui nous a permis d'assister à plusieurs messes intellectuelles, notamment avec l'association béninoise de droit conditionné du célébrissime Joël Aïva. La 8e législature a des obligations. De ne plus aller par des lois en quantité. Il faut aller par des lois en qualité. La 8e législature a l'obligation de se soustraire au dictat inéluctable de l'exécutif pour nous amener à constater ou une autonomie, ou du moins une relative indépendance. La 8e législature doit être celle qui doit nous permettre, ainsi que l'a souhaité le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Gouloté, doit nous permettre de vivre l'expérience démocratique. Parce que ce n'est pas la criette que l'on doit diffuser un débat. On l'a diffusé au niveau du Sénat français. On peut le diffuser au niveau de l'Assemblée. Mais cela suit des règles. Cela ne doit pas prendre des allures, des diffusions de Nuremberg à l'époque stalinienne, à l'époque hitlérienne ou à l'époque mussolinienne. François Congo, la 8e législature, oui, 8e législature, la 8e législature doit permettre au peuple béninois de rapidement remettre en cause les lois scélérates pour permettre aux Béninois aujourd'hui d'avoir espoir. Merci que les 3 ans de gâchis, que les 3 ans de gâchis, s'il vous plaît, je lui demande 1 minute, que les 3 ans de gâchis, avec... Non, ce sont des années de gâchis pour vous. C'est pas unanime pour tous les Béninois. Évidemment, mais l'analyse le constate, les Béninois sont plus pauvres aujourd'hui qu'hier. Les Béninois vivent dans l'insécurité. C'est votre perception. Que les 3 ans de gâchis seraient vite oubliés, que les 3 ans de gâchis seraient vite oubliés par la baission de la tension. Il faut une décrispation. Que les hommes du pouvoir mettent en exergue les minces réalisations. Il y en a quand même. Il y en a. Le pouvoir en place réalise. Ah ouais. Mais on a comme l'impression qu'on occulte les maigres réalisations et on envoie les opposants en exil, on en emprisonne, on utilise les impôts pour persécuter les opérateurs économiques. Bref, on instaure un régime policier où il y a tout sauf la démocratie. J'aimerais croire que le chef de l'État... J'aimerais croire que le chef de l'État... J'aimerais croire que... Non, c'est l'avis de l'analyse. Non, c'est l'avis de l'analyse qui peut être différent aussi. Le Bénin reste debout. Il reste debout, mais... Avec talent, tout est possible. Puisqu'actuellement, il n'y a pas véritablement un contradictoire. Le Bénin reste debout. Avec le président Patrice Talon, de vénérable mémoire, de respectable ossature, tout est possible. Et il suffit seulement d'accepter de perdre, d'accepter de concéder un peu de son terrain à l'autre, d'accepter que l'on ne doit pas gagner tout le temps et que nous sommes tous béninois. Merci à vous, Médéric François condamnés à vivre ensemble. Alors, Julien Kitty, est-ce que vous pourriez réagir puisque vous êtes resté silencieux, je vous avez donné la parole tout à l'heure. Julien Kitty, la 8e législature est là. Dans quelques jours, nous aurons de nouveaux députés. Mais quel est le type de député que vous souhaitez pour la 8e législature? Je commence déjà par dire que moi, je ne parlerai pas de 3 ans de gâchis. Moi, je parle de 3 ans d'expérience, d'une nouvelle expérience, avec des ambitions assez nobles. Maintenant, avec des manquements énormissimes. Oui, mais
Médéric, il était calme quand vous étiez d'accord. Non, Médéric, les manquements, Médéric, parmi les droits de l'homme que moi je reconnais aux êtres humains, il y a le droit de se tromper. Maintenant, un bon dirigeant, il a le talent de gérer correctement les conséquences des bourdes, des mauvaises actions. Et ceux qui sont en face autour de lui, et même avec lui, ont le devoir historique de lui rappeler que ça, ce n'est pas bon et qu'il faut corriger. Donc, c'est en cela que là où on est en phase, c'est qu'il faut avoir le talent de savoir peindre sur certains plans. Rabelais a dit, il n'y a rien de plus grave que la certitude d'avoir raison dans l'absolu. Parce que vous pouvez vous tromper, mais vous vous laissez convaincre par l'autre d'abord. Alors, pour dire la 8e législature, le type de député qu'il faut, c'est déjà qu'il y ait des députés plus jeunes. Et quand je parle de députés plus jeunes, c'est que le minimum pour être candidat aux élections législatives, c'est 25 ans. C'est-à-dire que sur la jeunesse béninoise de 25 ans aujourd'hui, à 40, 45 ans, 50 ans, je pense qu'il y a de la valeur. On ne va pas continuer à amener ces gens-là à tenir le sacaille des tâcherons politiques. Ils en ont appris. La difficulté avec les aînés, c'est que, bon, ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas leur emploi du temps, que ce soit maintenant. Mais on est bien obligé, qu'ils l'acceptent ou pas. C'est clair. Et des gens comme nous, je vous le promets, Kader, nous sommes au Bénin, vous allez le voir. Le jour où je vais retrouver Médéric dans une allure de griot mal fichu, je vais le lui dire. Et le registre sur lequel je vais le lui dire, il ne pourra rien contre moi. Comme vous le dites au pays maintenant, ça va lui faire mal, il ne pourra rien. Parce que je vais lui dire en frère. Alors, ensuite, en plus d'être jeune, il faut donc parce que tous les jeunes ne sont pas donc ne constituent pas la jeunesse de qualité. Vous en avez qui ont des difficultés d'abord à l'école, c'est-à-dire qu'ils sont pas bien instruits. Ils ont fait des diplômes, mais ils sont de véritables calamités intellectuelles. Ensuite, vous en avez qui n'ont fait aucun apprentissage politique, mais qui se disent il suffit de se mettre sur les réseaux sociaux pour raconter des coups. Et puis bon, voilà, on est acteurs politiques aussi. Il suffit de se faire coopter, c'est malheureux, d'être des garçons de course de ceux qui sont les princes du régime aujourd'hui, pour dire on veut être député aussi. Mais il y a des jeunes valeureux dans ce pays. Alors, talentueux, donc qui ont du contenu. Qui ont du charisme. Et je rêve d'avoir, à défaut d'avoir devant soi une espérance assez rassurante, il faut retourner dans le rétroviseur pour dire est-ce que nous en avons eu meilleur? On a cité tout à l'heure la première, la deuxième législature. Je veux voir des députés à la chaire Direcpo, je veux voir des députés qui fassent mieux que les Émile Pipidi. Les témoins diraient pendant qu'ils étaient encore en forme. Vous n'avez pas idée, recherchez les débats parlementaires. Vous serez fiers d'être béninois. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait des débats comme ça, sérieux. Et le chef de l'État qui a aujourd'hui le privilège, lui, d'avoir la même issue, au moins 2 des blocs qui participent donc aux élections législatives, eh bien, qui puissent travailler à aider, sans que ce ne soit de la dictature, à positionner des jeunes qui remplissent ces conditions. Que nous ayons plus de femmes à l'Assemblée nationale. C'est en cela qu'il faut saluer l'initiative, la décision, la bravoure de Mme Claudine Prudentiaux qui dit « Je vais aux élections avec mon parti pour la promotion des femmes et des jeunes ». Et qu'elle respecte donc cet engagement de positionner beaucoup plus de femmes et qu'elle ne mette pas des femmes sur la liste parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont des femmes valeureuses. Et que dans tous les autres partis, opposition et mouvance confondues, on puisse faire la promotion des femmes sans qu'on soit obligé de dire « Attendez, on ira à l'Assemblée pour faire des lois pour que les femmes soient positionnées ». Mais enfin, et là je suis encore en phase avec Médéric. Je n'ai pas en phase. Oui, je n'ai pas. Il sait que je ne suis pas en train de faire du suivisme. Je ne suis même pas en train, en cela, respecter le droit d'aînesse pour lui, pour accepter les yeux fermés ce qu'il est en train de me dire. C'est pas de mon éducation. Mais c'est de dire que nous sommes conscients qu'il y a des lois qui ont été votées ces derniers temps. Il y a des lois dont certaines parties posent problème pour constituer des taches noires sur le label démocratique béninois. À partir de ce moment, je crois que les lois la législature, elle peut être le député de la 8e législature soit capable de réviser ces lois dans les parties de ces lois, les aspects qui posent problème, parce que le label béninois, ils en auraient fini. Vous savez, dans ce pays, quand la Cour constitutionnelle Diogbenou a rendu certaines décisions qui dérangeaient la conscience démocratique et juridique, eh bien, vous avez vu, j'ai vu un monument du droit constitutionnel sénégalais, j'en ai vu ivoirien, mais dire, écoutez, vous Béninois, si vous déconnez,
nous, on n'aura plus rien à vendre à l'international parce que nous sommes Sénégalais, Ivoiriens, Guinéens et autres là. Mais il nous suffit de dire à l'international, nous venons de la sous-région où il y a le Bénin. Pour que les gens nous disent là-bas, les élections se tiennent régulièrement. Les gens vont à la porte, au seuil de la violence, mais savent s'entendre faire le gentleman agreement. Le droit constitutionnel là-bas est appliqué. Nous avons une constitution solide. Nous ne gâchons pas ce que nous avons construit. Et tous les Béninois aujourd'hui, et que les anciens, les acquis démocratiques, les aînés politiques ne pensent pas que le Bénin est le patrimoine personnel. Merci. Et que les enfants qu'ils ont vus en 1990, encore bébés, sont aujourd'hui capables d'être députés. Je vous remercie. C'est très fort. Merci à vous, Jules Léon Kiti. Merci à vous, Médéric François Gogo, vos petits mots de longue phrase. Même s'il y a des difficultés, le Bénin resté demeure indivisible. Merci à vous, Médéric François Gogo. Je rappelle que vous êtes... Et surtout, merci à ceux qui nous permettent encore de parler. Merci à ceux qui merci à monsieur le président de la République de permettre ça. Et merci de permettre que tous les acteurs, qu'aucun Béninois, journaliste, homme politique et tout, moi je souhaite ne plus avoir à entendre des jérémiades pour quelqu'un à qui on n'a pas fermé la bouche, qu'il parle. Dans la vie, lorsque vous mourrez, ce que vous pouvez regretter dans l'action publique, c'est ce que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, alors que c'était bien à dire. Merci et voilà pour véritablement finir. Pour véritablement finir, ça fait la 4e fois que vous le dites. Pour finir, l'opposition politique ne doit pas céder à l'autosatisfaction béate. La mouvance présidentielle ne doit pas tomber dans le défaitisme aveugle. Tout est ouvert. Il ne faut pas qu'on pense ne gagner que par la triche. Parce que finalement, merci ça rattrape à vous, toujours. Médéric François Gogo. Je rappelle que vous êtes le promoteur du quotidien béninois d'information générale et d'analyse Actu Express. Vous étiez face à Julien Kiti, chroniqueur éditorialiste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Info de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.